Notre rendez-vous régulier avec la CLCV Lunéville, aujourd'hui, Marc et Laurence viennent nous rappeler l'importance des représentants des usagers du système de santé. Bonjour. 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 Alors, les représentants des usagers, peut-être définir c'est quoi et l'importance que ça a dans le quotidien finalement. Alors, un représentant des usagers est à la base un bénévole associatif, donc d'une association, que ce soit une association de consommateurs, voire une association de patients atteints d'une maladie chronique, par exemple. Donc des bénévoles qui sont d'accord pour s'investir et représenter donc les usagers du système de santé dans différentes instances nationales, régionales et territoriales. Et alors du coup, quel est le lien avec la CLCV par rapport à ces représentants ? Alors, au niveau CLCV, ça peut paraître un peu paradoxal, hein, une association de consommateurs. Il y a un petit côté négatif qui est venu au fil du temps, ce n'était pas le cas avant. Et bien sûr, on ne considère pas la santé comme une consommation, bien évidemment. D'ailleurs, le slogan de notre association, c'est « Citoyen au quotidien ». Donc c'est plutôt comme ça qu'on se définit. Mais il faut savoir que notre association de consommateurs dispose de nombreux agréments, notamment celui de la santé. Donc nous sommes légitimes, comme l'a dit Laurence, d'être des représentants des usagers de santé au sein des différents établissements. Et Laurence, qui est bénévole et spécialiste de la santé au sein de notre association, va développer un petit peu ce matin cet aspect de notre association. Et oui, parce qu'il faut quand même savoir de quoi on parle. La santé, c'est pas quelque chose de... voilà, il faut... Quand on est dans un conseil de surveillance d'un hôpital ou ce genre de choses, il faut être au fait des choses, quoi. C'est vrai, mais en même temps, de très très nombreux bénévoles sont issus de la vie civile, j'ai envie de dire, et ne sont pas forcément des professionnels de santé à la base, loin de là. Bon, moi, j'ai la chance, en m'investissant, si vous voulez, dans les représentants, auprès des représentants des usagers, j'ai voulu quand même partager un petit peu ma petite expérience et ma petite expertise d'épidémiologiste. Ça permet quand même de donner des avis un petit peu plus éclairés dans certaines situations. Oui, parce que je parlais de conseil de surveillance, parce que c'est le cas pour l'hôpital à Lunéville. Tout à fait. Mais au préalable du conseil de surveillance, j'ai déjà siégé depuis 6 ans maintenant au sein de la commission des usagers, donc qui est une commission qui se réunit 4 fois par an au moins et qui traite entre autres des dossiers médicaux, des dossiers de plainte médicale. Donc nous recevons ces dossiers, nous les étudions et le cas échéant, lorsque le plaignant accepte le process de médiation avec le médecin médiateur de l'établissement, nous pouvons éventuellement l'accompagner dans ce cadre-là. Quel type de plainte on parle ? Alors ce sont très très souvent des plaintes liées à un défaut d'information par exemple. Les gens arrivent souvent aux urgences, sont un petit peu pris au dépourvu, dans des situations parfois un petit peu délicates du point de vue de l'urgence elle-même, et donc ne se sentent pas toujours rassérénés face aux médecins, face à l'équipe d'accueil, etc. Et il est vrai que très très souvent ce sont des plaintes, disons, de l'ordre de l'information, du manque d'information. Ce que l'on retrouve d'ailleurs aussi dans le médico-juridique. Hein. Très très souvent, l'immense majorité des plaintes recouvrent en fait le manque, le défaut d'information estimé par le plaignant ou ses ayants droit. Et tu me disais aussi, Laurence, que quelquefois, il y avait des choses plus ou moins matérielles, notamment les facturations de télévision, des choses comme ça. Oui. Hein, ce sont des choses très concrètes, quoi. Des choses très concrètes, ça peut être aussi l'oubli, la perte d'un bijou. Oui. L'oubli de vêtements lorsque la personne est retournée chez elle, voire dans le pire des cas est décédée. Donc ça, oui, il y a parfois également des plaintes d'ordre plus matériel. Voilà, oui. Est-ce qu'il y a des représentants des usagers dans d'autres instances ? Absolument. Alors, il y a des instances telles que la commission régionale d'indemnisation des victimes, la CRCI, où les représentants des usagers peuvent siéger. Il y a des représentants des usagers dans les conseils des CEPAM. Donc, au sein de l'assurance maladie, il y a un conseil représentatif à la fois des syndicats, du patronat, mais aussi maintenant des représentants des usagers du système de santé. Il y a une instance qui s'appelle la Conférence régionale de la santé et de l'autonomie, qui travaille en lien étroit avec l'Agence régionale de santé, et qui est sollicité pour donner des avis. Donc c'est vraiment l'instance de la démocratie sanitaire à l'échelon régional où les usagers sont très très bien représentés.
il y a ce que l'on appelle, vous savez que la région, pour prendre l'exemple de la région Grand Est, elle est divisée en territoires de santé, elle est subdivisée en territoires de santé, et au sein de chaque territoire de santé siège une commission territoriale des usagers, qui sera renouvelée d'ailleurs très très prochainement dans le cadre du processus quinquennal de renouvellement de cette instance. Voilà, vous dites donc tous les 5 ans, mais c'est pareil, partout pareil, c'est toujours 5 ans. C'est partout pareil, c'est partout pareil. Et nous aurons une innovation en région Grand Est, ou plutôt, j'allais dire un retour en arrière, si l'on veut, du point de vue géographique, puisqu'avec l'avènement de la région Grand Est, les territoires avaient été subdivisés pour amener un équilibrage démographique. Ce qui voulait dire que les frontières des territoires ne se calquaient plus du tout sur les départements, comme c'était le cas auparavant. Et donc il est vrai qu'un malade en Haute-Marne, par exemple, s'il estimait qu'il était plus proche d'un établissement de soins d'un département voisin, il pouvait aller se faire soigner à côté. À compter du mois de mars 2023, nous allons retrouver les limites géographiques départementales en vertu d'un arrêté qui a été signé récemment par Madame Virginie Quéré, qui est la directrice générale de l'ARS Grand Est. Pas terrible, hein. Allez, des fois, il faut savoir revenir en arrière. Ouais, mais bon, voilà. Et la compétence santé, c'est les pays, hein. Alors il y a encore une déclinaison inférieure, effectivement. Il y a l'échelon local, au sein duquel on réorganise notamment les maisons de santé pluridisciplinaires, les contrats locaux de santé, les communautés professionnelles territoriales de santé, pour, autant que faire se peut, se rapprocher le plus possible des populations. Donc, alors, et c'est d'autant plus aigu avec la désertification médicale. On parle du pays du Lunévillois, par exemple. Voilà, tout à fait. Ouais. Les maisons de santé, j'ai l'impression, je sais pas, mais c'est un beau succès, ça marche bien là où elles sont implantées en général. Hein. Ça marche bien, surtout dans l'urgence du manque de médecins dans les déserts médicaux. Donc on cherche à centraliser, mais non seulement des médecins, puisqu'il faut au moins 2 médecins dans une maison de santé pluridisciplinaire, mais on essaye aussi d'y associer d'autres professionnels, en particulier paramédicaux, le kiné, un cabinet infirmier, un ostéo, un ergothérapeute, de manière à ce que le patient puisse trouver au même endroit l'ensemble des professionnels nécessaires à sa prise en charge. C'est vrai que les médecins, je disais encore récemment, ça manque cruellement. Je voyais dans les Vosges encore une 50aine de médecins qui manquent à l'appel. Absolument. Et comme le disait Monsieur le Ministre l'autre soir, les mesures actuelles qui sont prises n'auront d'effet notoire qu'à l'aune des 10 ou 12 prochaines années. Mais sachant qu'il faut au moins 10 à 12, voire 15 ans pour former un médecin. Et idem pour les politiques de prévention. Donc là, on parle de la fin du numerus clausus, ce genre de choses. Absolument, oui. Et sur Lunéville, les années à venir vont être difficiles. Il y a beaucoup de médecins qui vont partir prendre en retraite. Tout à fait. Et qui ne seront pas ou peu remplacés. Et il faut savoir aussi que très paradoxalement, il n'y a pas que les zones rurales qui deviennent des zones de désertification médicale, mais aussi les grandes métropoles et les centres-villes. Donc dans les très grandes villes, on est également confronté à cette problématique de défaut médical. Ça reste un médecin pour X habitants. Donc tout à fait. La proportion reste la même que ce soit un village ou une ville. Et du coup, ces conseils d'usagers, est-ce que ça peut amener une pierre à l'édifice pour essayer de pallier à ce genre de problème ? Alors, pallier à la désertification elle-même, certainement pas, mais dans le cadre d'un certain nombre de problématiques liées à la prise en charge du patient lui-même, à l'information médicale, etc., là, certainement, oui, parce que nous sommes un petit peu des gens de terrain quand même, nous sommes nous-mêmes des patients potentiels, donc nous pouvons soit apporter notre expérience en tant qu'anciens patients, en particulier lorsque nous sommes en charge au niveau associatif d'une pathologie chronique, par exemple, on peut apporter notre expérience. Pour ceux qui ont la chance d'être encore en bonne santé, bien évidemment, nous pouvons également apporter notre pierre à l'édifice par nos conseils éventuels, nos propres expériences personnelles, voire professionnelles. L'objectif, c'est d'améliorer la vie quotidienne des patients. Leur vie quotidienne, leur prise en charge et leur information surtout. Parce que très très souvent, c'est le manque d'informations qu'ils relatent qui les met le plus en brèche par rapport aux professionnels. J'espère que vous avez vu des évolutions positives alors.
depuis le temps. Mais tout à fait, il est clair que dans la prise en charge hospitalière, par exemple, nous travaillons quand même de concert avec les professionnels hospitaliers et qui sont très très à l'écoute pour ce qui concerne le GEM. Alors là, nous avons... Donc le GEM, c'est le groupement hospitalier dont fait partie de l'Est Lunéville. de la Meurthe-et-Moselle, donc ça regroupe Lunéville, ça regroupe Cirey, Baccarat, Saint-Nicolas-de-Port, etc. Et je dois avouer que nous sommes là face à une équipe très très à l'écoute et très réactive. Oui, c'est ça. Donc le conseil de surveillance de l'hôpital est efficace. La direction, les équipes soignantes sont très très à l'écoute, absolument. Alors pour revenir au niveau de la CLCV pure, je me permets de dire, au niveau CLCV, on va dire, de la Confédération, on a une vraie demande, ça concerne les EHPAD. Ouais. Concernant les conseils de vie sociale. On imagine que dans un EHPAD, les représentants, si c'est un résident, si c'est la famille, ils n'ont peut-être pas une liberté de parole totale parce qu'ils peuvent estimer, à juste titre, ou à défaut peut-être, mais néanmoins ils ne sont pas libres parce que... Parce qu'il y a on peut avoir un petit retour négatif, avoir peur que sa maman ou son papa soit un petit peu mis de côté, ou voilà. Alors, on demande fermement au niveau de la Confédération, et surtout avec les affaires de ces dernières années, qui sont un petit peu passées, pas sous silence, mais maintenant un petit peu moins sur le devant de la scène du fait qu'il y a d'autres éléments qui sont de la vie quotidienne qui sont en avant en ce moment, mais c'est très très important d'avancer sur ce sujet. Les EHPAD, il faut une représentativité, on va dire, de la nation, et pas forcément que des résidents ou que de la famille. Donc ça, c'est... Quel cas aujourd'hui donc ? Ça dépend. Dans le service public, je crois que ce n'est pas le cas, mais dans les services privés qui sont vraiment concernés, il faut vraiment qu'on avance sur le sujet, vraiment. Et donc là, vous, la CLCV, vous militez pour au niveau, ce changement. oui, c'est au niveau national, hein, j'entends, parce que bon, au niveau local, on ne peut intervenir que d'autant qu'on soit accepté dans les instances, évidemment, quoi. Mais c'est une demande très forte. Un conseil de surveillance, on y rentre comment pour être élu ? Personnellement, j'y suis entrée sur proposition de monsieur le directeur de l'hôpital de Lunéville, sachant que j'étais auparavant déjà membre et que je suis membre du conseil de la commission d'établissement, de la commission des usagers. Par exemple, vous disiez qu'il y a des gens de la vie de tous les jours qui y font partie, donc comment ils procèdent ? Au conseil de surveillance, vous avez évidemment les personnels représentatifs de l'hôpital, donc monsieur le directeur, les représentants des personnels soignants. Vous avez en général monsieur le maire ou l'un des adjoints qui siège en tant que président, et donc en l'occurrence des représentants des usagers. Et là, on rentre dans une période d'élection ou on est dans un mandat qui est en cours ? Alors, pour ce qui concerne le conseil de surveillance, c'est très très nouveau pour moi puisque j'y suis entrée très récemment en début d'année. En revanche, pour la commission des usagers, là il y a un renouvellement à l'échelon régional et je pense même national. Tout dépend, parfois ça peut se recouper un petit peu évidemment, mais à l'échelon régional, il y a effectivement un renouvellement des représentants des usagers au sein des commissions d'établissement. Alors, est-ce que ça marche comme les représentants de parents d'élèves, c'est des listes ou Alors, ça peut être des listes, oui, puisqu'il y a des représentants tels que la CLCV ou d'autres instances représentatives des consommateurs, mais vous avez aussi toutes les instances représentatives des malades atteints par des pathologies chroniques. Donc, vous pouvez avoir par exemple le néphrologue, vous pouvez avoir des associations de diabétologie, il y a de multiples associations, en cancérologie également, en pédiatrie, etc., etc. Vous pouvez avoir de multiples associations qui proposent des RU, comme on les appelle, les représentants des usagers. C'est intéressant de savoir que on s'occupe du bien-être, de notre bien-être dans les institutions. Absolument, et ceci essentiellement depuis l'avènement de la loi Kouchner de 2004. Alors auparavant, il y avait déjà des instances. Les premières instances datent quand même de la guerre de 1914, au moment de l'explosion de la tuberculose, où les pouvoirs publics se sont rendus compte que les soldats qui étaient susceptibles d'être recrutés étaient, je ne dirais pas majoritairement, mais un grand nombre d'entre eux étaient atteints par la tuberculose. Et c'est à ce moment-là
qu'on a mis en place les premiers réseaux de santé. Puis ensuite, les choses ont cheminé jusqu'au premier réseau hospitalier sous l'égide de Madame Simone Veil lorsqu'elle fut ministre de la Santé sous le septennat de Valéry Giscard d'Estaing. Puis ensuite, progressivement, sous la l'égide des usagers, de leurs représentants, et bien petit à petit, la politique a fait son chemin et la loi Kouchner a donné les premières ouvertures, à commencer par l'accès au dossier médical du patient. Oui, ce n'était pas le cas avant. Ce n'était pas du tout le cas auparavant. J'imagine que c'est un sujet sensible. Ça a été moins maintenant, mais à l'époque, c'était très difficile. Tout à fait. C'était vraiment le médecin qui était le mieux sachant. Il y avait une espèce d'asymétrie dans la connaissance médicale qui petit à petit s'est rééquilibrée via cet accès du patient à son dossier médical. Alors, moi, quand je suis hospitalisé à Lunéville ou dans un établissement, comment je peux savoir qu'il y a un représentant d'usager? C'est affiché Alors, en principe, maintenant, c'est affiché à l'hôpital et dans les différents locaux. Absolument, oui, on peut demander. On peut demander. Nous essayons de faire notre publicité désormais pour, effectivement, que tout un chacun sache, en arrivant à l'hôpital, qu'il peut recourir à un représentant des usagers. Et lorsqu'il y a des courriers de plainte, je crois savoir que l'hôpital, dans sa première réponse aux patients, l'informe de l'existence des représentants des usagers qui sont donc susceptibles de l'accompagner chez le médiateur médical s'il le souhaite. Je me rappelle qu'on avait eu à traiter, tu te rappelles, le cas d'une personne qui on avait facturé, on va dire, des journées supplémentaires à la morgue. Enfin, donc les ayants droit d'une personne. Donc il y avait des histoires, pas des histoires, il y avait un sujet à traiter entre l'hôpital et puis donc la morgue. Et donc là, le conseil de surveillance a tout son rôle. Alors le conseil de surveillance peut-être pas, mais la commission des usagers certainement. Oui. La commission des usagers peut être sollicitée le cas échéant. Mais il faut quand même vous dire que beaucoup de litiges arrivent à se résoudre quand même sans la commission elle-même. Ce n'est que vraiment lorsque les dossiers deviennent un petit peu plus lourds, parce qu'il peut y avoir aussi des plaintes et des velléités de plaintes pour des soins que des patients ou des ayants droit jugeraient insuffisants ou inappropriés. Mais bon, là, à ce moment-là, il faut quand même que le corps médical intervienne et les représentants des usagers eux-mêmes ne donnent qu'un avis. Un avis éthique, dirais-je, plus que clinique, puisque nous ne sommes pas cliniciens, bien évidemment. Mais en tout cas, vous, en tant que CLCV, vous avez donc une référente dédiée et spécialiste en santé. Donc, c'est quand même effectivement intéressant. Est-ce que la CLCV à Lunéville, vous avez d'autres référents comme ça un peu spécialisés? Alors, pour la santé, c'est vraiment particulier parce que Laurence a vraiment une vraie compétence technique. Donc, c'est quand même important. Pour les autres sujets, on va dire qu'on a des appuis de juristes et puis suivant notre expérience, puisqu'on est malheureusement que des gens, on va dire presque que des seniors, pas tout à fait, mais là on a notre expérience et puis on va dire nos envies ou quoi. Par exemple, il y a des gens qui ont œuvré beaucoup dans le logement social, donc de fait, ils sont plutôt spécialisés. Serge, que tu connais bien, maintenant, il est vraiment très pointu sur le sujet des déchets, dont on va reparler et qu'on ne reparle pas, et on le déplore parce qu'on est quasiment en fin d'année, on n'a toujours pas les tarifs, on a toujours des questions. Voilà, si M. Minuciello m'entend, le message est passé et repassé. Dans 6 semaines. Oui, bon, voilà. Il y a des contraintes, mais bon, voilà. L'information, la communication, c'est important, voilà. Et puis, pour les sujets différents, on a une avocate partenaire sur Lunéville, voilà, on a différentes choses comme ça. Pour l'environnement, c'est vrai que là, il nous manquerait un référent. Donc, je fais un appel à candidature si quelqu'un est attiré par l'environnement. Normalement, on est tous attirés, mais voilà, il peut venir nous rejoindre. On a une super équipe, tu nous connais un petit peu. C'est assez sympa. On a un mode de fonctionnement très horizontal, très partagé. Il n'y a pas le président, le coprésident, je ne sais pas quoi. Donc, venez nous voir. Voilà.
Eh bien, c'est intéressant. En conclusion, il y a des choses peut-être que j'ai pas évoquées, que vous voulez expliquer sur votre rôle? Alors, personnellement, il est vrai que je suis investie un petit peu au-delà du GEM, hein, puisque en tant que chercheur à la base et épidémiologiste, j'ai également intégré, mais toujours sous l'égide de la CLCV, le CPP, le Comité de protection des personnes, Est 3, qui donc siège au CHRU de Nancy, qui est en fait l'une des instances qui analyse et donne son avis éthique, en l'occurrence pour ce qui nous concerne dans les CPP, sur la recherche biomédicale. Donc, de concert avec l'Agence nationale de sécurité du médicament, nous étudions tous les protocoles de recherche qui ont lieu en France, toutes les recherches biomédicales qui ont lieu en France, que ce soit des recherches des novo françaises ou des recherches associées à de grands laboratoires pharmaceutiques mondiaux, nous étudions les protocoles de recherche franco-français. Et donc nous donnons notre avis, nous surveillons comme l'huile sur le feu le respect de l'éthique, puisque nous sommes souvent dans le cadre de recherche qui intègre directement des patients, sachant que le focus actuel se porte beaucoup sur la recherche en cancérologie. Donc ce sont des patients pour lesquels très souvent la recherche en elle-même est la première modalité de soins. Donc nous essayons et nous surveillons comme l'huile sur le feu le respect de l'éthique, y compris en accord avec les professeurs de médecine, hein, qui apportent évidemment leur expertise dans le cadre du collège 1, sachant qu'il y a 2 collèges. Il y a un collège 1 d'experts médicaux et le collège 2 qui est plus un collège de représentants des usagers, tels que moi, mais aussi d'experts en psychologie, en droit, puisque le droit a ses représentants qui veillent vraiment au grain pour le respect de la personne humaine, en quelque sorte. Et ben voilà, on le sait, on est bien protégé. Vous veillez activement à ce que tout se passe bien, donc vous personnellement, puis via la CLCV, donc voilà, on en sait plus maintenant. Et on vous a découvert. Merci de votre investissement et merci d'être venu nous en parler. Merci à vous. Merci.